Nos chers voisins français disent que la Suisse est un véritable gruyère. C'est parce qu'ils ne savent pas que le vrai gruyère, celui issu de la région éponyme, est sans trou. Par contre, on est d'accord qu'on pourrait dire que la Suisse est un véritable Emmental. Selon la base de données Suisse Tunnel, il y aurait 1329 tunnels en Suisse. Et depuis 1960, 324 tunnels routiers et 87 tunnels ferroviaires ont été construits. Pour introduire la conférence de M. Pignat, vous comprendrez que je ne vais pas évidemment présenter tous ces tunnels. Je vais m'en tenir aux tunnels dits transalpins, donc qui traversent les Alpes, et en particulier ceux qui traversent les Alpes sur les axes majeurs. Nous sommes au XIXe siècle, développement du chemin de fer. Avec l'invention des foreuses à air comprimé, débute le percement d'un certain nombre de tunnels à double voie au travers des Alpes. Avec d'abord le tunnel du Mont-Cenis, qui est aussi connu comme le tunnel ferroviaire du Fréjus, 13 km de longueur, ouvert en 1871. Ensuite, en Autriche, entre deux provinces autrichiennes, le tunnel de l'Arlberg, 10 km, ouvert en 1884. En Suisse, le Saint-Gothard, on parle bien ici du tunnel ferroviaire de Fès ou de Crète, 15 km, ouvert en 1882. Construction du premier tube au Simplon. Pratiquement 20 km, dont c'est un tunnel de base avant l'heure, si on veut, terminé en 1905. Construction d'un deuxième tube, en parallèle, toujours 20 km, terminé en 1921. Et sur les entrefaites, on a le tunnel de Fès ou de Crète, du Lötschberg, 15 km, terminé en 1913. Voilà pour les tunnels ferroviaires. XXe siècle, développement de l'automobile. Il faut donner du boulot aux professeurs de route. Creusement des grands ouvrages routiers qui sont tous, comme vous allez le voir, bidirectionnels. Ça veut dire qu'il y a un tube avec des sens de circulation, enfin deux lignes, deux bandes, si on veut, une circulation bidirectionnelle. Le premier qui nous intéresse ce soir, c'est le tunnel routier du Grand Saint-Bernard. Un peu moins de 6 km, terminé en 1964. Il va fêter ses 60 ans l'année prochaine. Le second, le tunnel routier du Mont-Blanc, 12 km, terminé une année après. Revenons en Suisse, le San Bernardino, terminé en 1967, pratiquement 7 km de longueur. Le tunnel routier du Saint-Gothard, 17 km, terminé en 1980. Le tunnel de l'Arlberg, qui est cette fois-ci un tunnel routier, qui est parallèle au tunnel ferroviaire présenté précédemment, terminé en 1978. Et idem pour le tunnel du Fréjus, tunnel routier, qui est en parallèle du tunnel du Mont-Cenis, ou du Fréjus ferroviaire, 13 km terminé en 1980. Donc ces tunnels, ils ont entre 40 et 60 ans. À la fin du XXe siècle, il y a une véritable exaspération des populations qui vivent dans les vallées alpines et qui sont traversées, inondées par des camions. En plus, dans un contexte d'augmentation du trafic transalpin, du trafic routier à l'intérieur de l'Europe,
on constate en fait qu'il y a une saturation des réseaux et il y a une saturation de ces axes transalpins et notamment de la circulation dans les tunnels. En 1991, signature de la Convention internationale, dite Convention alpine, convention qui a été signée par tous les pays de l'arc alpin, à savoir la France, Monaco, la Suisse, l'Allemagne, le Liechtenstein, l'Autriche, l'Italie et la Slovénie. Parmi les articles de cette convention alpine, il est prévu, je cite, un transfert sur la voie ferrée d'une partie croissante du trafic, en particulier du trafic de marchandises, notamment par la création d'infrastructures appropriées et de mesures incitatives. D'où la création des NLFA, Nouvelles Lignes Ferroviaires Alpines. Nous sommes au XXIe siècle. La Suisse a bien rempli son contrat. Le tunnel de base du Lötschberg a été creusé avec un tube 2/3. On pourrait en discuter. 35 km de longueur, ouvert à la circulation en 2007. Le tunnel de base du Gothard, 2 tubes complètement opérationnels, 57 km, ça reste le record du monde pour le moment, ouvert en 2016. Et dans la foulée, le Monte Ceneri, également tunnel de base, 15 km, ouvert il y a 3 ans, en 2020. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Ceux qui sont en retard, ce sont les Autrichiens, le tunnel du Brenner qui deviendra le nouveau record du monde, à savoir 64 km de longueur, sera ouvert en 2032 si tout va bien. Et côté français, entre la France et la région turinoise, le tunnel du Mont d'Ambin qui est sur la ligne Lyon-Turin. Ouverture prévue en 2032. J'ai été voir les chiffres. Cet été, si on met à part le creusement des galeries d'accès et des descendries, il y a 15 km qui sont creusés sur les 115 km des 2 tubes. Ils ne sont pas prêts de voir le bout du tunnel. Au tournant du siècle, plusieurs incidents ou incendies notamment, plusieurs catastrophes se sont produites dans les tunnels transalpins. On se souvient probablement de l'incendie du tunnel du Mont Blanc en mars 1999, 39 personnes décédées, fermeture du tunnel pendant 3 ans. Le Saint-Gothard, en 2001, également un incendie, 11 personnes décédées, fermeture pendant 2 mois. Le Fréjus, en 2005, 2 personnes décédées, fermeture pendant 2 mois. Et puis, également incendie dans un des tubes du tunnel ferroviaire du Simplon en juin 2011, à ma connaissance, sans décès. Ce qui veut donc dire que la question de sécurité dans les tunnels devient quelque chose qui est crucial. Si je regarde les mesures constructives, outre l'amélioration du système et des dispositifs de ventilation, ceci implique soit la construction de galeries de sécurité ou pour évacuer les gens en cas d'incendie en particulier, soit la construction d'un second tube qui est alors utilisé comme galerie de sécurité dans le cas où il y a un pépin dans le premier. Le tunnel du Grand Saint-Bernard
qui va nous être présenté aujourd'hui, a opté pour la première option, à savoir construction sur toute la longueur d'une galerie de sécurité, et ceci entre 2010 et 2020. Au niveau du tunnel du Fréjus, idem, ils ont commencé à construire une galerie de sécurité, mais avec des dimensions telles que cette galerie peut en fait être utilisée comme second tube. Et donc le tunnel du Fréjus, au printemps 2024, va être ouvert avec 2 tubes en unidirectionnel. C'est aussi le projet au tunnel routier du Gothard, pour lequel vous savez que les travaux viennent de commencer en 2023 et devraient s'achever en 2032. Les tunnels transalpins sont vieillissants. Les premiers ouvrages ferroviaires ont entre 110 ans et 150 ans. Les ouvrages routiers ont entre 40 ans et 60 ans, donc il est nécessaire d'en assurer la maintenance, mais surtout de les mettre à niveau pour garantir la sécurité des usagers. Sans être exhaustif, voyons ce qu'il en est en 2023. Jetons justement un œil sur ces travaux, ces incidents qui se sont produits en 2023 et les restrictions de trafic associées. Ça a commencé par la fermeture totale du tunnel de l'Arlberg pendant 5 mois pour travaux de maintenance. Ensuite, cet été, vous l'avez peut-être entendu, il y a eu un éboulement dans la vallée de la Maurienne qui a mis en danger l'autoroute sans la toucher et qui a par contre touché la voie ferroviaire. La conséquence de ça, c'est que le tunnel routier du Fréjus est resté, il était ouvert, mais il n'y avait plus de circulation, puisqu'il n'y avait plus de circulation dans la vallée de la Maurienne, ceci pendant pratiquement 2 semaines. Et selon les pronostics de la SNCF, pour le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis, la situation ne pourra pas être assainie dans la vallée de la Maurienne avant au moins la moitié 2024, si pas plus tard. Donc, trafic largement perturbé. Le tunnel du Mont-Blanc vient d'entrer en phase de travaux pour 10 semaines, complètement fermé à la circulation. Le tunnel de base du Gothard, vous savez tous, il y a eu un accident de train bloqué pendant 13 jours à toute circulation. Ensuite, un tube ouvert à la circulation, d'abord au fret, et puis ensuite progressivement au trafic voyageur. Mais les perturbations, certainement jusqu'à fin 2024. Et puis, on dit qu'un malheur ne vient jamais seul. Peu de temps après, chute de blocs, enfin de fragments de béton dans le tunnel routier du Gothard. Problème associé à la dalle intermédiaire dont on va nous parler, et donc à nouveau interruption complète du trafic pendant 5 jours. Notre orateur va nous parler du tunnel du Grand Saint-Bernard. Des travaux ont commencé et vont se terminer en mars de l'année prochaine. Là aussi, travaux d'entretien, travaux associés notamment à la dalle intermédiaire. Et clairement, le choix a été fait de maintenir le trafic pendant la réalisation des travaux. Je pourrais encore dire que le San Bernardino est en travaux, que le tunnel de fer du Lötschberg est en travaux. Donc vous voyez que les travaux, il y en a partout, et des restrictions de circulation, il y en a partout. Donc aujourd'hui, M. Pignat va nous parler du remplacement complet de la dalle intermédiaire en maintenant le trafic, ceci dans le tunnel du Grand Saint-Bernard. Il est diplômé ingénieur civil de l'EPFL, a un diplôme également en management de l'Université de Saint-Gall. Il a travaillé sur un certain nombre de chantiers, notamment le chantier de la
hydroélectrique de Cleuson-Dixence pour Énergie Ouest Suisse. Il a travaillé chez Choquet comme responsable calculation et acquisition, ensuite chez Implenia, progressivement montant les échelons, chef de projet, responsable Valais central, puis finalement directeur du Valais, pour le Valais. Et puis depuis 2019, il est directeur du tunnel du Grand Saint-Bernard. Et c'est en cette qualité qu'il va nous parler de ce projet de remplacement de la dalle intermédiaire qui a commencé il y a quelques jours. On vous remercie, M. Pignat, et on sera très intéressé par votre exposition. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Je suis content de me retrouver ici avec des étudiants, avec des professionnels. Et puis je remercie surtout le professeur Labius pour son introduction. C'était nécessaire de cadrer un peu la problématique actuelle de nos tunnels et de tous nos ouvrages vieillissants. Donc c'est clair que les ouvrages ont été assimilés. On prend notre voiture, on prend le train, on traverse la Suisse, on traverse l'Europe. On ne se rend pas compte que ces ouvrages ont été construits, vous avez vu, c'est impressionnant, depuis 2 siècles. Et puis, actuellement, tous ces ouvrages sont vieillissants et demandent un entretien, voire des fermetures pour les réhabiliter. Donc, ici, je m'adresse vraiment, ce qui me fait plaisir, c'est de voir des étudiants. Et puis, vous aurez certainement du travail si vous choisissez la voie de la réparation ou de la réfection de tous ces ouvrages d'art. Attendez, non, c'est bon, pardon. Donc, pour ma part, j'ai fait mon chemin dans cette profession d'ingénieur, et puis je suis encore et toujours passionné. Donc, une fois de plus, je m'adresse à tous les jeunes qui sont ici, pour vous dire qu'on peut commencer une profession, surtout ingénieur, et puis continuer dans cette voie. Il y a tellement de choses différentes, il y a tellement de choses qui font que la monotonie n'existe pas dans cette profession. Et puis, à 57 ans, je suis toujours passionné par ce que je fais. Donc, je vous encourage vraiment à continuer dans cette voie. On a vraiment besoin de ressources pour nos ouvrages actuels et nouveaux. Donc, on a beaucoup parlé d'histoire. Je vous fais juste un petit développement sur l'histoire de mon tunnel, comme ça vous saurez de quoi on parle. Donc, effectivement, 6 ans pour faire un tunnel à l'époque. Je peux que dire chapeau à mes prédécesseurs. Je vois que tous les ouvrages qui se font actuellement mettent plus de temps, ou en tout cas le même temps. Donc, nos prédécesseurs étaient vraiment efficaces et puis ils nous ont laissé un patrimoine qui vaut la peine d'être soigné. Ensuite, un petit descriptif sur le tunnel du Grand Saint-Bernard. Donc, 6 km, c'est peut-être pas très long. Ici, ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est de voir le système de ventilation. Donc, on a parlé des accidents, des incendies. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que dans un tunnel, le désenfumage est capital pour éviter les drames qui se sont déroulés précédemment. Pour le tunnel du Grand Saint-Bernard, le système de désenfumage est, je dirais, classique. Donc, on dispose d'une dalle intermédiaire que vous voyez sur la coupe de droite, et puis qui permet d'aspirer, c'est pas tout à fait l'air vicié comme c'est marqué, mais c'est plutôt d'aspirer les fumées en cas d'événement. Et puis ces fumées sont conduites, donc pour la partie nord, elles seraient conduites dans une centrale d'aspiration au portail nord. Pour toute la partie centrale, elles sont guidées dans une cheminée d'aspiration qui sort sur la route du col du Grand Saint-Bernard. Et enfin, pour la partie sud, les fumées seraient guidées dans la centrale qui se trouve à l'extrémité sud du tunnel.
Donc ce système est capital pour garantir la sécurité en cas d'événement, en cas d'enfumage du tunnel. Et puis cette dalle qui est assez classique et traditionnelle dans ce genre d'ouvrage, c'est de cette dalle dont on va parler plus tard. Donc comme ça, tout le monde comprend à quoi sert le plafond d'un tunnel. Ce n'est pas pour restreindre le gabarit, c'est pour permettre l'évacuation des fumées en cas de problème. Donc, le tunnel se présente comme ça. Donc, comme l'a dit M. Labius, c'est en bidirectionnel. Donc, les voitures se croisent dans le tunnel. On a sur la droite les centrales dont je vous ai parlé. Donc, ça, c'est la centrale d'aspiration des fumées côté suisse. Ici, sur cette photo, on voit des accélérateurs. Donc, c'est des gros ventilateurs qui permettent ou bien le flux d'air pour assurer une qualité d'air optimale dans le tunnel en cas de trafic, ou alors en cas d'incendie, ces accélérateurs permettent de concentrer le bouchon de fumée et puis ensuite de l'aspirer au-dessus de la dalle intermédiaire. Ici, on en a parlé aussi précédemment, vous voyez une sortie de secours qui permet aux usagers en cas de problème de se rendre dans la galerie de service et de sécurité et puis d'être en lieu sûr en cas de problème. Donc j'espère que tout le monde connaît le tunnel du Grand Saint-Bernard et que tout le monde l'a pris beaucoup de fois dans ses périples européens. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé le 21 septembre 2017? Ce tunnel n'a pas non plus été épargné par les aléas. Donc vous voyez une voiture sur la caméra de surveillance. Ça se passe de commentaires, je crois. Donc, la voiture contourne l'obstacle. Évidemment que le tunnel a été fermé lors de l'événement. Et puis, quand l'automobiliste est arrivé à l'autre bout, il a dit que quelque chose de pas normal s'était passé. Donc, effectivement, ce n'est pas du tout normal. En 2017, ce qui s'est passé, c'est que cette dalle intermédiaire est constituée pour la partie suisse d'une dalle en béton armé. Et sur la partie italienne, c'est des poutrelles en béton précontraint, transversales, qui sont complétées par des ourdis en terre cuite et en béton. Donc, c'est cette poutrelle précontrainte qui a cédé. C'était une rupture fragile que personne n'a pu déceler, même dans des contrôles visuels et dans tous les contrôles qui se passaient. Donc, vous voyez que cet événement a provoqué évidemment la fermeture immédiate du tunnel et a provoqué une fermeture de 3 mois, donc de septembre 2017 à décembre 2017. Qu'est-ce qui a été fait? Donc, il y a une auscultation complète du tunnel pour savoir si cet événement était localisé ou bien si cet événement était général sur toute la longueur du tunnel. Donc, beaucoup d'études et une réparation en 3 mois. Donc, vous voyez l'importance des tunnels. On a parlé du tunnel routier du Saint-Gothard. Ils ont mis 2 semaines pour prendre des mesures provisoires. Donc, ça veut dire qu'il y a une pression terrible sur ces ouvrages pour les garder en fonctionnement. La solution a été évidemment provisoire pour aller plus vite. Qu'est-ce qui a été fait? On voit sur la face inférieure, simplement ces poutrelles ont été recouvertes d'une coque, si on veut, d'une coque métallique qui elle-même est soutenue en partie supérieure par des longues grines et des tirants pour permettre le soulagement de cette dalle qui est vraiment fatiguée actuellement. Donc, quand je suis arrivé au tunnel, en fait, la situation était comme ça. On a pris connaissance de toutes les études qui avaient été faites, un renforcement provisoire et beaucoup de questions quant à la suite des opérations. Donc, je ne vous cache pas que j'ai trouvé beaucoup de rapports, beaucoup d'expertise, mais il n'y avait pas encore de décision qui était prise. Donc, pour un ingénieur, quand on arrive dans une situation comme ça, il y a beaucoup de pression, forcément, parce qu'il faut trouver une solution. Mais il y a aussi beaucoup d'intérêt parce qu'on voit qu'on est dans une situation compliquée
et puis qu'il faut absolument aller de l'avant pour ne pas rester dans cette impasse et pour ne pas risquer une fermeture plus problématique ou plus longue du tunnel. Voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que quand je suis arrivé, on a dit la dalle côté Italie, avec ses poutrelles précontraintes, elle a des problèmes. Et puis côté Suisse, on a une dalle en béton armé, on est plus fort que les autres, tout va bien. En fait, il s'est avéré que les deux ouvrages du côté suisse et du côté italien avaient la même fatigue, si on veut bien. Donc évidemment, le béton présente des dégradations qui sont peut-être plus impressionnantes, mais moins sournoises que des poutrelles ou des systèmes qui sont beaucoup plus fragiles. Mais quand même, vous vous rendez compte, quand on voit un ouvrage comme ça, qu'il n'y a pas de quoi se glorifier et puis qu'il faut absolument faire quelque chose. Donc, je vous ai parlé de partie suisse, de partie italienne. C'est important dans ce contexte parce qu'il y a deux sociétés qui exploitent le tunnel et puis nos partenaires italiens doivent sans arrêt, doivent être consultés dans toutes les décisions et puis toutes les décisions se prennent ensemble. Et puis les projets qui ont été vraiment faits de manière séparée dans les années 60, actuellement tous les projets se font de manière commune. On a parlé de la galerie de sécurité, c'était un projet commun entre la Suisse et l'Italie. Donc ici, la décision a été clairement prise de mener un projet en commun pour toute la longueur du tunnel. Donc si je résume, on a effectivement cette phase d'étude, en fait, d'avant-projet qui est en train de commencer. Ensuite, vous n'allez peut-être pas bien voir les prochains. Alors, attendez, ça c'est peut-être intéressant, la précédente. J'ai trouvé un papier qui disait « Nous avons étudié et observé l'état actuel de la dalle plafond du tunnel du Grand Saint-Bernard. Quoiqu'elle ne soit pas dans un état immédiatement catastrophique, la dalle plafond présente une dégradation générale qui par endroits est même très avancée. » Donc, il y a 40 ans, il disait que ce n'était pas immédiatement catastrophique, mais donc vous voyez que quand sur un ouvrage comme ça, tout le monde dit beaucoup de choses. Et puis après, visiblement, il faut faire les choses parce qu'on ne peut pas, les rapports, ça ne tient pas le béton. Donc voilà, on a étudié, ce qui était nécessaire, c'était d'étudier complètement le système d'exploitation du tunnel. Ouais, c'est peut-être assez grand, vous arrivez à lire. Donc on s'est dit, est-ce que cette dalle intermédiaire est encore nécessaire dans l'état d'exploitation actuel? On a dit, est-ce qu'on l'enlève complètement? Est-ce qu'on la refait? Alors, on est parti sur une option. On s'est dit, si on l'enlève complètement, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on doit faire un désenfumage massif en cas d'incident dans le tunnel. Donc, ce désenfumage massif a pour conséquence de péjorer un peu la sécurité du tunnel. Donc, on aurait dû diminuer la capacité en fait, du tunnel. Donc, c'était hors de question. On s'est dit, si on enlève cette dalle, on peut, pour remonter le niveau de sécurité, on pourrait percer des galeries supplémentaires depuis notre galerie de sécurité. Donc actuellement, c'est tous les 500 mètres. On s'est dit, si on perce des galeries tous les 250 mètres, on retrouve peut-être un niveau de sécurité équivalent. Mais rapidement, des géologues et des géotechniciens, donc je vais quand même en parler un petit peu, nous ont dit non, tous les 250 mètres, on a déjà eu quelques problèmes du côté italien quand on a percé ces galeries. Tous les 250 mètres, on s'expose à des gros soucis de stabilité du massif. Et puis après, une autre solution a été proposée, c'est de limiter l'échauffement d'un éventuel incendie par un système de water mist, c'est des gros sprinklers en fait, qui permettent d'étouffer l'incendie pendant que les opérations d'évacuation et d'extinction se déroulent. Ce système est en fonction dans le tunnel de l'Arlberg qu'on a vu précédemment.
Et puis, ce système n'était pas adapté au tunnel du Grand Saint-Bernard pour des questions d'altitude. Donc, on est à 2000 mètres, on a des problèmes de gel sur pas mal de temps. Et puis, des problèmes d'exploitation. Donc, ce système a été... cette variante a aussi été abandonnée. Donc, sur ce tableau, on a des croix. Les croix rouges, c'est des variantes qui ont été abandonnées parce qu'elles ne répondent pas à la sécurité. Et puis ensuite, la décision a été prise de partir sur un remplacement de la dalle actuelle plutôt que la suppression de cette dalle. Pour ma part, j'étais soulagé de voir ce choix se dessiner parce que le système actuel de ventilation marche extrêmement bien dans notre tunnel. Et puis on parle de ventilation, ce n'est pas non plus une science exacte. Donc quand on a un système qui fonctionne, on n'a pas tellement envie de partir sur une autre alternative. Alors ça, c'était en 2019, donc c'était étude de variante. OK, on a décidé de remplacer la dalle. Quelles sont les contraintes pour remplacer la dalle d'un tunnel? Donc chez nous, les contraintes principales, c'était le maintien du trafic. On a vu que cet axe est important. On a 800 000 véhicules par année, ce n'est pas énorme, mais il a une importance géographique et politique importante. Et puis ensuite, notre société est une société privée qui vit sur les péages, en fait, sur les passages du tunnel. Si on ferme le tunnel pour le réparer, on n'a plus de rentrée pour payer l'entreprise qui nous ferait les boulots. Donc, mes administrateurs m'ont dit, écoute, si vous arrivez à ne pas fermer le tunnel quand vous faites ces travaux, c'est peut-être mieux pour tout le monde. Et puis ensuite, on a vu que pour permettre l'exploitation du tunnel, on est obligé de maintenir la section qui se trouve en dessus de la dalle pour permettre l'aspiration des fumées. Donc, le projet définitif a été mené avec ces deux contraintes, donc avec une contrainte de trafic qui est la plus compliquée et la plus lourde pour le projet, et puis également la contrainte de laisser une section suffisante pour permettre la ventilation en cas de problème. Donc voilà, on a une solution, on doit changer une dalle, et puis on a deux contraintes, c'est ces raisons précédentes. Ensuite, on a refait des tableaux, évidemment, c'est un peu notre pain quotidien. On s'est dit comment refaire cette dalle, on sait qu'on va la refaire, comment la refaire pour répondre aux contraintes dont on a parlé précédemment. On a parlé d'une dalle en béton coffré, ce qui est compliqué parce qu'on n'arrive pas à maintenir le trafic avec un étayage de la dalle, donc ça, c'était pas facile. On a parlé de faire des nouveaux sommiers, c'est pas facile non plus parce que ça fait beaucoup de travail supplémentaire. Pour finir, on a même parlé de renforcer la dalle avec un surbéton qui permettrait d'utiliser cette ancienne dalle comme coffrage. Malheureusement, on aurait perdu de la section ici. Donc, tous ces paramètres ont été étudiés. Et pour finir, on est arrivé avec une solution que vous voyez ici. Donc, c'est une nouvelle dalle qui serait posée. Cette nouvelle dalle est constituée d'une dalle préfabriquée qui est posée la nuit, je vous expliquerai plus tard pourquoi, et puis qui est renforcée, qui est soutenue par deux nouveaux appuis qui sont constitués sur les parements du tunnel existant. Pourquoi on a une dalle qui est super élégante ici, et puis on a une dalle massive ici? C'est simplement que les normes de résistance au feu ont changé. Et puis maintenant, on doit garantir une résistance au feu qui est très contraignante pour l'ensemble de l'ouvrage. Justement pour permettre le désenfumage en cas d'incendie et surtout pour éviter un effondrement de la dalle en cas de chaleur due au même incendie. Donc voilà, le projet définitif commence à se mettre en place.
Et puis ici, en 2019-2020, donc en planchant sur le projet définitif, le bureau Faber qui nous accompagnait dans cette phase de projet définitif a eu 2 idées qui, à mon avis, ont été géniales, je vais le dire, pour permettre l'exécution de ces travaux. La première idée, c'était de se dire comment on va maintenir le trafic. Mais les camions ne transitent pas à travers la Suisse de 22 h du soir à 6 h du matin. Donc, ils ont dit qu'on pouvait bénéficier de cette période, donc de 22 h à 6 h du matin, pour faire des travaux. Comment faire ces travaux pour que le tunnel soit de nouveau opérationnel à 6 h du matin? Alors, la dalle préfabriquée est posée, et puis évidemment, on ne peut pas compter sur la prise du béton pour la soutenir, donc elle est soutenue simplement par des tirants provisoires. Et puis, comment maintenir le trafic qui est du trafic léger, donc il n'y a pas de camion, comment maintenir le trafic pendant la nuit? C'est de travailler avec des portiques. Ici, vous voyez, vous avez la chance de, je vais dire comme ça, la chance de voir le portique qui est utilisé maintenant parce qu'on est en phase on débute les travaux. Donc, l'exposé, il est vraiment actuel. Il est peut-être pas très bien développé, mais en attendant, il est actuel. Ce que je vous dis, c'est vraiment ce qui se passe actuellement sur place. Donc voilà, ces 2 idées, c'était les idées clés qui ont permis d'élaborer ce projet définitif. Et puis, dans la même période, on s'est dit, oui, mais un projet définitif d'une complexité, de cette complexité, comment est-ce qu'on va solliciter les entreprises qui devront faire ce travail? Donc, en 2021, on a dû choisir la procédure. Donc, toutes ces procédures sont italo-suisses. Il y a des problèmes je dirais que les normes maintenant, avec les normes européennes, on n'a pas trop de problèmes à discuter avec l'Europe ou disons, avec l'Italie, parce que les normes européennes sont très bien faites et nous permettent d'avoir un concept vraiment commun. C'est plutôt tout ce qui est réglementaire et puis qui est vraiment propre à chaque pays, donc ce qui est sécurité, ce qui est démarche administrative. Là, c'est très compliqué de faire des projets en commun avec nos voisins. Donc, ce qui s'est dessiné, on s'est dit de changer une dalle et puis de la refaire, c'est très simple, hein. On casse la dalle, on coffre, on la refait. Je ne serai pas ici pour vous parler d'un projet comme ça parce que c'est très simple. Ce qui est difficile, c'est justement les contraintes qu'on a. Et puis, on s'est dit, de faire cette dalle, c'est simple, mais les contraintes doivent être étudiées par les principales personnes qui vont élaborer, qui vont travailler et puis qui vont trouver ces solutions. Donc, on a choisi de faire ce chantier, plutôt de faire cette procédure en entreprise totale. C'est-à-dire que dans le système classique suisse, en tout cas, le maître d'ouvrage que je représente ici se tourne vers un bureau d'ingénieurs qui fait un projet d'exécution, ce projet d'exécution est ensuite transformé en série de prix et en appel d'offres, et puis une entreprise remplit les positions de l'appel d'offres comme le veut l'ingénieur. Donc ça, c'est la procédure classique. Nous, la procédure en entreprise totale, c'est-à-dire qu'on a dit, voilà, on a un tunnel, on veut que le trafic léger passe pendant la nuit, on ne vous met pas de camion la nuit parce que ça nous change rien. Et vous avez 6 km de tunnel à refaire, trouvez-nous une solution. En fait, c'était l'appel d'offres en entreprise totale. L'entreprise ou le bureau d'ingénieurs doivent travailler ensemble. Donc, si on veut, on n'a qu'une offre. Un bureau d'ingénieurs fait partie de l'entreprise ou travaille pour l'entreprise et nous rend un paquet global avec une solution et surtout une méthode de travail.
Donc, peut-être mon expérience de 20 ans d'entrepreneur m'a toujours m'a servi pour pousser cette solution, parce que quand il y a des gros problèmes techniques, des grosses solutions de méthodologie à trouver, l'entrepreneur doit être partie prenante de la discussion, en tout cas à l'appel d'offres. Donc cette solution a été choisie pour ce qui est génie civil. Ensuite, comment on change cette dalle? Il y a quelques améliorations ou quelques modifications de tout notre système électromécanique. Je peux vous rassurer, il ne date pas de 60 ans, notre système électromécanique. Il a au plus une dizaine d'années. Mais quand même, quand on change la forme de la dalle, il y a de l'éclairage, il y a de la ventilation à modifier. Donc, en parallèle, on a aussi un projet électromécanique qui là est mené de manière conventionnelle. Donc, on s'est tourné vers un mandataire, vers un bureau d'ingénieurs qui nous a fait un projet de manière traditionnelle, on va dire. Ce projet a été mené, donc évidemment, avec nos partenaires italiens. On discute, est-ce que c'est la procédure italienne, est-ce que c'est la procédure suisse? Cette fois, c'est la procédure suisse qui a été choisie. Je réfléchis comment le dire, mais ça va quand même plus vite. Et puis, c'est plus pragmatique. Voilà. Donc, c'est la procédure suisse qui a été choisie d'un commun accord. Le budget total se monte à 52 millions pour le tunnel complet, donc partie suisse et partie italienne. Et puis, en 2022, donc d'avril à décembre, si on veut, le projet a été mis en soumission. Le 15 décembre 2022, on a pu adjuger les travaux en entreprise totale au consortium Prader-Lozinger-Sion, Cogeis à Quincinetto, donc c'est une entreprise italienne qui fait partie de ce groupement, et puis Valpen à Viège. Ce groupement s'est aussi associé avec un bureau d'ingénieurs qui a eu la tâche de faire le projet d'exécution pour trouver la solution optimale. Ce que je peux dire, c'est que ce système, jusqu'à présent, a bien fonctionné parce qu'on a tenu le budget qu'on pensait. Et puis, en plus, on a reçu 4 offres de qualité. Donc, vraiment, les entreprises ont compris nos attentes et puis nous ont livré chacune une offre qui aurait pu, à mon avis, être réalisée. Et puis l'autre bonne surprise, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, c'est que notre projet définitif, donc si on revient au projet qui a été fait à l'idée géniale dont je vous ai parlé tout à l'heure, les entreprises n'ont pas trouvé une meilleure idée. Donc ils ont pris l'idée de l'ingénieur de faire ses travaux la nuit avec des chariots portiques et puis d'attacher la dalle provisoirement. Donc les 4 entreprises n'ont pas réussi à optimiser cette solution. Nous, on espérait peut-être une solution miracle qui nous coûte la moitié du prix, mais malheureusement, le projet était quand même bien réfléchi. Et puis, évidemment qu'il y a eu beaucoup de variantes sur la méthodologie d'exécution, mais sur les grandes lignes de l'exécution, les entreprises ont suivi l'idée de l'ingénieur. Donc ça, c'est pour toute la procédure. Ce qui est peut-être bien ici, on parle de tunnels qui ont des événements brutaux, qui doivent être réparés. Vous voyez qu'ici, je dirais peut-être par chance, on a pu prendre les devants. Mais 2019-2022, tout le monde me dit que c'est court comme procédure, c'est quand même 4 ans. Et puis, quand on a un tunnel qui est un peu vieillissant, c'est clair qu'on avait des contrôles supplémentaires, on avait donc, pour maintenir le niveau de sécurité qui a toujours été maintenu, ça c'est bien clair. Mais d'attendre 4 ans avec une situation comme ça, c'est long. Donc, il faut vraiment bien se rendre compte qu'un projet, ça met beaucoup de temps pour être fait. Et puis, si on arrive à un événement problématique, la fermeture pourrait être très longue. Donc c'est ce qui se passe
Par exemple, je sais que le tunnel du Mont Blanc a une configuration qui est beaucoup plus complexe que celle du tunnel du Saint-Bernard. Donc, on voit que les études et les projets sont beaucoup plus complexes. Et puis, on espère que nos voisins arrivent aussi à pouvoir procéder à la réfection du tunnel dans les meilleurs délais. Donc voilà, 4 ans, c'est court, mais quand on est tous les jours sur place, c'est assez long. Alors, maintenant, je vais vous parler vraiment du chantier. Donc, ce chantier a commencé dans le tunnel, c'était la semaine passée que l'entreprise a débuté les travaux. Donc, c'est très actuel, ce dont je vais vous parler. La première étape de travaux, cette année, est prévue sur 1200 mètres côté suisse. Ensuite, les 3 autres étapes suivent l'hiver. Donc, on a choisi aussi, au lieu de procéder à toute la réfection du tunnel de manière continue, on a privilégié 4 saisons d'hiver, en fait, pour faire ces travaux. Ces saisons d'hiver, c'est de octobre à mars. Pourquoi? Ce n'est pas la bonne saison pour les chantiers, on est bien d'accord. Mais notre tunnel, qui a une vocation touristique, a un trafic qui est bien moindre durant la période hivernale. Donc, quand vous avez déjà vu un aperçu des chariots de montage qui vont se promener dans ce tunnel, vous vous rendez bien compte que moins il y a de trafic à gérer, plus c'est simple. Donc ça, c'était aussi une contrainte qu'on a donnée à l'entreprise. 4 périodes de travaux réparties sur les 4 hivers. Pour la petite histoire, ce tunnel est tellement touristique que les travaux commencent le mardi après le lundi du jeûne fédéral parce qu'on a beaucoup de personnes de l'arc lémanique qui partent et qui reviennent. Donc, on constate vraiment une chute de trafic après ce fameux week-end. Et puis, la fin de la période hivernale est marquée par la semaine qui précède Pâques, en fait, parce que là, on commence de nouveau à avoir beaucoup de trafic. Mais toutes ces réflexions de planning ont été beaucoup étudiées parce que l'hiver, le col est fermé, donc on n'a pas d'alternative. Si on a un problème sur le chantier, le transit est complètement interrompu entre la Suisse et l'Italie sur cet axe. Donc c'était une grande question, mais quand on voit le transit qu'on a même dans le tunnel de nuit l'été, c'était exclu de procéder à des travaux. Donc c'est pour ça que cette solution hivernale, elle n'est peut-être pas optimale pour des questions de température, mais elle a été retenue pour des questions de gestion du trafic. Sur ce planning, on voit aussi le bleu clair, c'est la dalle côté suisse que vous avez aperçue, donc une dalle en béton armé. Après, le rouge, c'est une dalle avec ces fameuses poutres précontraintes et ces ourdis en terre cuite. Et puis, cette partie avait déjà été refaite à l'époque. C'est une dalle mixte, donc une dalle avec des profilés métalliques et un surbéton, parce que cette partie est soumise à des légers mouvements géotechniques qui ont dû être gérés de cette manière. Donc voilà, l'entreprise va trouver 3 types de dalles à démolir. L'installation de chantier, donc elle a commencé au début de l'été. C'est un gros morceau, donc c'est une installation unique pour les 6 km de tunnel. Pourquoi? Parce que c'est une installation très lourde, et puis cette installation se fait du côté suisse pour des questions de place. Donc côté suisse, il y a la place disponible pour s'installer. Et puis aussi, cette installation est trop conséquente pour être réalisée des 2 côtés du tunnel. Donc, tout le chantier sera desservi depuis le côté suisse. Ici, vous voyez les problématiques qui sont déjà présentées à nous. On a, dans ce tunnel, pour ceux qui connaissent, on a un bâtiment technique avec des douaniers, avec des policiers. Donc il y a une frontière à gérer, il y a des camions qui s'arrêtent, qui font des dédouanements, il y a pas mal de trafic. Donc tout ce trafic a dû être géré de manière très précise ici, déjà au stade de l'appel d'offres. Donc l'entreprise a aussi été évaluée sur sa compréhension du trafic actuel.
Donc on voit ici, vous verrez après sur des plans, sur des photos, ce qui se passe. L'entreprise a décidé de construire une halle de 88 mètres par 20. Pourquoi aussi grande? Parce que tout ce chantier se passe l'hiver. Donc, il faut vraiment pouvoir assurer une autonomie complète sans devoir faire du déneigement ou des opérations plus compliquées. Donc, tout se passe à l'intérieur. Les prédales dont je vous ai parlé viendront d'Italie et sont déchargées sur cette place ici dans la halle. Les camions font un tour pour ressortir. Et puis, on dispose d'une centrale à béton qui permet de faire le surbéton de la dalle. Et puis, les dalles qui sont démolies seront démolies sur cette place qui se situe aussi dans la halle. Donc, après le tunnel, la circulation a été déviée. Donc, la circulation Italie-Suisse qui passe ici d'habitude a dû être déviée pour laisser la place aux deux chariots, donc au chariot de montage et au chariot de démontage qui se trouvent donc à l'intérieur de la gare du tunnel, comme on l'appelle. Donc, toute cette installation, tout ce basculement du trafic a déjà été assez complexe à faire pour assurer la fluidité de tous. Ça s'est passé en plus pendant la période estivale, quand beaucoup de trafic est rencontré dans cette gare. Voilà, ça c'est pour vous expliquer de manière schématique ce qui se passe actuellement. Ensuite, quelques photos. Donc ça, c'est les chariots qui se trouvent dans la gare actuelle du tunnel et qui sont en cours de montage ici. Donc on voit que c'est très encombrant, c'est très volumineux. Et puis ici, vous avez les prédales qui arrivent. Donc là, la photo est prise depuis la halle de l'installation de chantier. Les prédales arrivent. Et donc là, l'entreprise a dû scier un mur qui sépare leur installation de chantier de la gare pour pouvoir faire passer ces prédales à l'aide d'un palan sur ces chariots pour aller les monter dans le tunnel. Donc toute cette installation a été déjà réalisée et puis actuellement elle est testée, ça va pas mal, ça va même très bien. Alors ça, c'est pour l'installation. Je vous ai parlé des contraintes du trafic. Il s'est passé... Alors, les contraintes de trafic nous ont obligés à enlever 2 piliers de la structure actuelle de la gare donc, du côté suisse. Donc, ces piliers ont été repris. Ce pilier a été repris par un sommier en béton qui a été fait cet été. Et puis ensuite, il a été scié à son extrémité supérieure. Ce pilier gênait aussi le trafic lourd qui doit faire un S dans la gare. Donc le trafic lourd ne passait pas de manière optimale. Et l'entreprise a dû supprimer ce pilier. Là, elle a fait une solution qui... Je ne sais pas s'il y a des professeurs de statique ou des statisticiens dans la salle, mais ça doit vous plaire parce que les efforts ont les efforts ont été repris par 2 poutrelles métalliques qui travaillent sur cette nouvelle béquille qui a été faite spécialement sur un socle. Donc voilà, c'est pour vous expliquer qu'une installation de chantier, c'est aussi assez complexe. Ça fait depuis le mois de juin que l'entreprise est sur cette installation. Il y a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir commencer dans le vif du sujet. Maintenant, c'est une petite, peut-être pour comprendre bien le fonctionnement du chantier dans le tunnel, c'est une petite bande dessinée qui est peut-être pas très imagée. Je vous promets que j'en ferai une un peu plus animée pour que vous compreniez mieux, mais pour le moment, c'est ce qu'on a à disposition. Donc, vous avez vu ces 2 chariots blancs qui sont dans la gare. À 22 heures, quand le trafic lourd est interrompu, ces 2 chariots entrent dans le tunnel. Le chariot vert, c'est le chariot de montage qui a les prédales. Et le chariot bleu, c'est le chariot qui va scier la dalle actuelle. C'est des étapes de 14 mètres qui se feront chaque nuit. Donc les chariots se mettent en place. Le chariot vert part sur la dalle existante, sous la dalle existante. Et le chariot bleu se met en position où la dalle doit être sciée. Donc ici, on voit le chariot vert en attente.
le chariot bleu, qui est muni de 2 scies latérales, coupe la dalle actuelle et puis la dépose à l'aide de vérins sur le plateau qui est ici. Ce qui ne se passe pas encore, parce qu'on vient de commencer, c'est une opération de bétonnage, donc un surbéton des prédales actuelles. Et puis, à la fin, quand le béton a fait prise, tous les tirants provisoires de l'étape pourront être supprimés. Plutôt que le béton a atteint sa résistance, pas qu'il a fait prise. Je vais vous rassurer. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième étape. Les chariots se mettent en place et puis la dalle existante est sciée. Ensuite, la dalle existante est évacuée à l'aide sur le chariot. Le chariot vert qui a les prédales se met en place. Et puis, ces chariots sont évidemment munis de vérins. Le plateau monte et met en place les nouvelles prédales en position. Ces prédales sont ensuite fixées provisoirement à l'aide de tiges filetées qui sont scellées dans la calotte. Et puis, donc, tout ça, ces chariots permettent le trafic alterné, le trafic léger alterné. Donc, les usagers peuvent quand même emprunter le tunnel pendant les travaux. Ils passent sous un tunnel qui est à l'intérieur du chariot et puis qui permet une circulation alternée. Donc, les véhicules sont arrêtés alternativement, une fois dans la gare nord, une fois dans la gare sud. Et puis, l'attente maximale garantie et demandée est de 20 minutes. Donc voilà, ici vous voyez le chariot qui met en place la dalle et puis la dalle qui est fixée, donc qui est prête à être, si vous voulez, le chariot est prêt à partir. Alors voilà, ici vous avez, maintenant on a vu tous ces éléments, comment ils fonctionnent. J'ai fait quelques photos, elles sont toutes fraîches, hein, elles datent de hier ou d'avant-hier. Donc c'est vraiment, on est en train de se mettre en place. C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer tout ce qui se passe bien, tout ce qui se passe mal. Je peux juste vous dire que pour le moment, ça se passe bien, mais on a scié 3 mètres de dalle lundi pour essayer le système. Donc les étapes sont prévues de 14 mètres. L'entreprise est en train de monter en puissance cette semaine pour atteindre la cadence de 14 mètres par jour. La cadence prévue et attendue de 14 mètres par jour. Donc ici, on voit ces chariots. Ici, c'est le chariot de montage. On voit la prédale dessus. Donc une prédale comme ça, il y en aura 7 alignées. Ces chariots sont automoteurs. Donc il y a des moteurs hydrauliques qui entraînent les 4 roues du chariot. Mais ils avancent à 6 km/h. Donc vous avez vu la longueur du tunnel, c'est 6 km. Et puis on n'a que 8 heures pour travailler. Donc l'entreprise s'est dit 6 km/h, on perd un temps précieux. Ils ont eu une idée, ça c'était pas l'idée de l'ingénieur, c'est vraiment typiquement l'idée de l'entreprise. C'est d'utiliser des tracteurs de ce type. Ces tracteurs peuvent passer à l'intérieur du chariot et puis ils peuvent lever 2 roues du chariot qui fait quand même 40 tonnes, 48 tonnes même. Donc ils peuvent lever 2 roues du chariot et puis le tracter de manière beaucoup plus rapide à l'intérieur du tunnel. Donc ce procédé n'a pas encore été testé, mais ça permettra de gagner du temps dans les transferts quand les chariots attaqueront les parties beaucoup plus éloignées du chantier. Ensuite, attendez, là vous pouvez voir avancer ce chariot. Il avance quand même assez vite. Donc ça, c'était lundi soir, les premiers essais avec une prédale. Les 4 roues sont directrices, donc il peut se déplacer en crabe ou bien il peut braquer de manière indépendante. Donc les deux axes sont complètement indépendants. Et là, le chariot s'enfile à l'intérieur du tunnel. Je ne vous cache pas qu'après 4 ans de discussion et d'études,
C'est de l'émotion de voir un chantier qui commence à se mettre en place. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite, je vous ai parlé des chariots. Voilà, ici, on voit le système de vérinage de la dalle. Donc, tout le plateau supérieur du chariot peut monter sur des vérins pour soutenir la dalle pendant le sciage. Donc, ça, c'est le chariot de sciage ici. Donc, toute cette partie peut se monter pour plaquer sous la dalle existante. En plus, le chariot ici peut être déplacé avec des vérins horizontaux qui permettent d'ajuster exactement le plateau pour avoir un sciage qui correspond au traçage. Donc, c'est assez complexe. Ici, on voit le début du sciage. Donc, il y a 2 scies, une scie de chaque côté, sur rail, qui permettent de scier la dalle sur les 14 mètres. Ici, j'ai pris une photo depuis le dessus. Donc, on voit la dalle actuelle qui se fait scier progressivement par ces scies hydrauliques. Ensuite, voilà, donc ici, la dalle, elle est sciée sur les bords longitudinaux, une coupe transversale qui se fait depuis le haut pour pouvoir la détacher. Donc ici, c'est une dalle de 3 mètres, c'est la première qu'on évacue. Elles auront 14 mètres, les suivantes. Donc actuellement, le système marche bien. L'entreprise n'a pas eu trop de mauvaises surprises dans le déroulement de ces opérations. On verra la suite. 6 km, c'est assez long. Ici, vous voyez les ancrages qui ont déjà été faits et puis qui permettront de reprendre les efforts qui seront transmis par le surbéton sur la nouvelle dalle, en fait. Donc, il y a des ancrages tous les 40 cm. Enfin, vous verrez par la suite, j'ai aussi un détail de ces ancrages. Voilà les prédales. Donc, si on veut, c'est une prédale classique. Hein, c'est vraiment, il n'y a rien de tellement spécial. Les 2 particularités de cette prédale, c'est la première particularité, on a beaucoup parlé des incendies et des risques liés au feu dans le tunnel. Ces dalles sont en béton avec des fibres anti-spalling. Ça veut dire que le béton, en cas de chaleur extrême, ne s'écaille pas et n'éclate pas par exemple, on pense aux personnes qui interviennent pour éteindre un feu, à nos équipes de pompiers. Ces fibres permettent au béton de résister, enfin, de ne pas exploser, si vous voulez, puis de ne pas dégager des écailles qui peuvent être très dangereuses pour les équipes d'intervention. Et puis là, vous avez un détail des suspentes provisoires qui seront faites. Donc, l'idée de l'entreprise aussi, c'est de lier, c'est une étape de 7 dalles, donc de 14 mètres, de 7 dalles de 2 mètres, c'est de lier les prédales sur le chariot, de les lier à l'aide d'une longrine, que vous voyez ici en coupe, et puis qui permet déjà de faire un monolithe de 14 mètres qui sera mis en place en une fois. Et puis ensuite, les suspentes sont fixées non pas directement à la dalle, mais elles sont fixées sur une longrine, ce qui permet un petit jeu, une petite tolérance de réglage pour la mise en place provisoire. Ensuite, une deuxième particularité de ces prédales, c'est que tous les 100 mètres, elles sont équipées d'un système, d'un capteur qui permet de mesurer les déformations ou les contraintes qui passent dans ces dalles. Notre tunnel a 60 ans. On n'a pas vu de grands mouvements de roche. On l'aurait vu avec une dalle qui fait 8 cm d'épais, elle aurait déjà explosé ou bien on aurait déjà vu des dégâts. Donc le tunnel actuel est stable, mais par contre, je vous ai parlé du côté italien où il y a quelques mouvements qui sont un peu critiques. Ce qu'on veut pour éviter ce qui s'est passé au Gothard, c'est de pouvoir mesurer en permanence les efforts qui peuvent être de traction ou de compression qui se situent dans cette dalle. On a choisi de faire un système qui est très rigide, donc cette dalle, elle agit comme un buton dans la voûte, donc elle ne peut pas du tout coulisser. Donc il faut absolument savoir ce qui se passe dans cette dalle pour pouvoir anticiper
si on remarque des mouvements exceptionnels. Donc, tous les 100 mètres, un capteur est placé à l'intérieur de la dalle préfabriquée, et puis ces capteurs sont reliés à notre système d'exploitation qui nous permet d'avoir une alarme ou de pouvoir gérer les mesures de pouvoir gérer toutes les mesures qui vont provenir de ces dalles. Donc ça, ce sera aussi très intéressant de le savoir. Actuellement, on n'en sait rien. Et puis, c'est vraiment... Voilà, ça c'est, je pense peut-être, je ne veux pas dire aux générations futures, mais plutôt au futur, c'est vraiment d'anticiper les problèmes qui pourraient se passer dans ce tunnel. Donc ça c'est pour les prédales. Pardon, voilà. Ensuite, excusez-moi. Voilà. Vous avez vu les ancrages qui étaient mis en place. Ici, vous avez une coupe des bétons qui seront coulés en place justement pour lier la prédale à l'ouvrage existant. Donc c'est simplement, je dis simplement parce que c'est un système qui est connu et puis qui est tout à fait maîtrisé. Donc c'est des tiges de diamètre 16 qui sont scellées dans la voûte actuelle et puis qui permettent la reprise des efforts de toute la dalle. Donc ici on voit les équipes ont commencé à faire ces scellements. Ça se passe bien. On reste dans le béton, on reste dans l'anneau de béton, donc tout ce qui se fait comme travaux actuels se cantonne à l'anneau de béton existant du tunnel. Donc on ne va pas chercher plus loin dans la roche. Quand on voit les 60 cm de béton, on peut se permettre de rester dans l'ouvrage existant et puis sans aller plus loin. Donc voilà, ça c'est le principe de l'accrochage en fait de ces prédales qui sera fait ultérieurement. Je ne peux pas non plus vous montrer des photos du béton. Je peux pas. Là, c'est peut-être un peu trop tôt. Dans 2 mois, ça aurait été parfait, mais malheureusement, j'ai que des coupes théoriques. Ensuite, je vous ai parlé qu'en parallèle de ce gros projet de génie civil, on a aussi dû adapter la ventilation, ou plutôt, on a dû l'adapter au chantier. Donc, notre ventilation, vous avez bien compris que c'est un élément clé pour le tunnel. Donc, ça, c'est les ventilateurs actuels. Et puis, ici, on a les nouvelles prédales. Je vous ai parlé de trappes qui permettaient de désenfumer le tunnel. Donc, ces trappes doivent simplement être déposées de l'ancienne dalle et puis reposées sur la nouvelle. Donc, c'est évidemment que c'est des travaux qui ne doivent pas gêner l'entreprise principale, mais qui sont assez simples. Au milieu du tunnel, on va procéder à un update de notre... On a un système de clapet qui permet d'isoler un tronçon de ventilation de l'autre pour que la ventilation soit le plus efficace. Donc ça, c'est aussi des travaux connexes qui seront faits pour permettre d'améliorer encore notre système de ventilation sans toutefois changer le concept qui marche bien. Voilà, pour le chantier, j'en ai terminé. J'entends pas beaucoup de bruit dans la salle, alors je vais attendre. Je vais vous parler quelques mots sur notre société. Et puis après, j'espère que je serai content d'entendre des questions ou des émotions. Voilà. Donc notre tunnel, je vous ai dit que c'était pas. Je vous ai parlé qu'il fallait chaque fois discuter avec l'Italie, etc. Donc notre tunnel est constitué de 3 sociétés en fait. On a une société suisse dont je suis le directeur, qui est propriétaire du tunnel jusqu'à la moitié ici. Ensuite, on a une société concessionnaire italienne qui gère l'autre moitié du tunnel. Mais la frontière politique, elle se situe ici. Donc cette moitié, elle est italienne, mais sur le territoire suisse. Donc c'est sympa comme ça, mais ça pose d'énormes problèmes administratifs et de règlements et de démarches de tout genre. Donc voilà, ça c'est une petite complication. La deuxième complication, c'est que, enfin c'est peut-être une simplification,
c'est qu'à la suite de l'accident du Mont Blanc dont on a parlé, une commission européenne s'est penchée sur la sécurité des tunnels et a demandé de renforcer la collaboration entre les différentes sociétés, parce que tous les tunnels internationaux sont construits de la même manière. En fait, il y a une société d'un pays et une autre société de l'autre pays. Et pour éviter qu'on ait des problèmes de sécurité ou de coordination, depuis 2000, donc depuis 2004, une directive nous oblige à avoir une société d'exploitation efficace et efficiente qui gère la totalité du tunnel. Donc, on a une société d'exploitation qui est formée à 50% de la société suisse et à 50% de la société italienne et qui nous permet de discuter et d'avoir une exploitation commune, des projets en commun et surtout de la sécurité en commun. Alors, le trafic, en 1964, à l'ouverture, 350 000 véhicules. Et puis, l'année passée, on a fait 860 000. Donc, les voitures sont de moins en moins bien vues. Les voitures, en 64, c'était vraiment c'était magnifique. Tout le monde voulait circuler, tout le monde voulait brûler des hydrocarbures. Maintenant, plus personne ne le veut, mais le trafic a triplé. Donc, il faut faire face à cette demande. Notre tunnel est principalement touristique, donc c'est des véhicules légers. On voit qu'on a 3% de véhicules lourds qui transitent. Donc, voilà, début de l'exploitation. En 2000-2003, fermeture du tunnel du Mont Blanc, on a vu le trafic augmenter sur notre axe. C'est pour ça qu'aussi on parle des différents tunnels à travers les Alpes. Quand ils ont tous des problèmes, ça pose un problème vraiment européen. Donc, il faut vraiment qu'au moins un ou deux axes soient opérationnels pendant que des choses se passent sur les autres. On voit ici les problèmes que ça peut... Après, en 2017, une chute du trafic due aux 3 mois de fermeture de la rupture de notre fameuse poutrelle. En 2020-2021, je crois que ça, c'est indépendant de tout ce qui s'est passé. Mais vous voyez quand même les conséquences pour une société privée comme la nôtre, qui vit des péages, qui vit intégralement des taxes de passage. Des années comme ça ont été très désagréables pour la comptabilité. Et puis ensuite, en 2022, je vais dire, c'est magnifique, 850 000 passages. Donc, non seulement le trafic a repris après la pandémie, mais il est en train d'exploser. Et 2023, ce sera 900 000. Pour vous dire qu'on n'est pas sur un trend négatif pour le trafic routier. Ensuite, ce tunnel, il y a quand même, c'est pas qu'un trou qui relie la Suisse à l'Italie. On a une centrale hydroélectrique qui profite de 14 000, une centrale électrique qui est alimentée par un barrage de 14 000 mètres cubes que vous voyez quand vous montez la route du col. C'est un petit barrage à gauche quand vous montez. Donc ce barrage est alimenté par des prises d'eau, comme tous les ouvrages hydroélectriques. Mais mes prédécesseurs ont eu des idées géniales. C'était d'utiliser cette eau comme réseau incendie. Donc on a un tunnel qui a la chance d'avoir un réservoir de 14 000 m3 pour sa défense incendie. Et on voit que ça, dans nos calculs de sécurité, c'est fondamental. Tous les autres tunnels ont des beaucoup plus petits réservoirs répartis. Et puis, ce système n'est pas dans les autres tunnels. Donc, la cheminée de ventilation a été utilisée pour faire passer une conduite forcée aussi. Deuxième idée géniale. Et puis, troisième idée géniale de nos prédécesseurs, on turbine l'eau de la défense incendie, en fait. Donc, on a une centrale hydroélectrique. Donc, ici, vous voyez le barrage de l'Hospitalet. C'est un tout petit barrage, mais qui nous va très bien. Et puis, une centrale hydroélectrique qui nous permet d'être autonome du point de vue électricité. Donc, quand je suis arrivé en 2019, c'était aussi un petit jouet presque. Et puis maintenant, quand on voit ce qui se passe sur le marché de l'électricité, je remercie mes prédécesseurs tous les jours d'avoir un jouet comme ça dans notre tunnel.
Donc cette centrale se trouve à 1,5 km dans le tunnel. C'est une caverne qui est à côté du tube principal et puis qui nous fournit notre électricité. Évidemment, tout le réseau est bouclé. Non seulement on est autonome, mais on vend aussi une partie de notre production. Et puis, comme le circuit est bouclé pour garantir la sécurité, on est aussi relié en Suisse et en Italie. Donc ça, c'est le tunnel aussi. Et puis, la galerie de sécurité, on en a parlé, donc elle a cet aspect. Tous les 500 mètres, un couloir d'accès qui permet d'aller dans cette galerie. Ce n'est pas seulement une galerie de sécurité, c'est aussi une galerie qui permet d'avoir mis tous les équipements électromécaniques en sécurité à 20 mètres du tunnel. Donc c'est un tube qui est parallèle au tunnel à peu près une vingtaine de mètres et qui contient tous les équipements électromécaniques vitaux au tunnel. Donc les équipes d'entretien n'ont plus besoin de se rendre dans le tunnel pour surveiller ces équipements. Ces équipements sont propres et puis en plus ils sont en sécurité en cas d'événement dans le tunnel. Donc 3 avantages, c'est pour ça que c'est une galerie de service aussi, en plus de galerie de sécurité. Cette galerie est en surpression continue pour empêcher qu'en cas d'événement, la fumée du tube principal, donc du tunnel principal, entre dans la galerie. Donc cette galerie est toujours en surpression, ce qui lui garantit une atmosphère salubre en toutes circonstances. Donc le principe, c'est que les personnes se rendent dans cette galerie, à pied bien sûr, parce que les portes ne sont pas carrossables, et puis les personnes, quand elles se trouvent dans cette galerie, elles sont en sécurité, elles peuvent être secourues ou autres. Donc c'est le principe de cette galerie de sécurité. Ensuite, la société aujourd'hui, donc je vous ai dit que c'était une société privée, elle n'est pas tout à fait privée parce que nos actionnaires sont des collectivités publiques. Autre collectivité, 18%, il y a le canton de Fribourg. Monsieur Steyert est administrateur de la société. Donc vous voyez que je me sens presque un peu à ma place ici de parler du tunnel. Les grands actionnaires sont l'État de Vaud et la ville de Lausanne. Donc à eux deux, ils ont la majorité absolue. On parle ici de ces sociétés qui sont nées dans les années 60 où les villes voulaient aller chercher de l'électricité. C'est ce qui s'est passé pour les barrages. Les villes voulaient accroître la mobilité, donc elles ont construit le tunnel du Grand Saint-Bernard en Valais. Donc c'est un scénario qui est assez connu pour tous les ouvrages valaisans. Ensuite, notre société, 26 personnes pour la sécurité, donc 14 pompiers péagistes et 12 opérateurs. Ça paraît beaucoup, mais il faut savoir que 4 personnes doivent être en permanence sur le site suisse et 4 en permanence sur le site italien. C'est pour ça que la société suisse a 26 personnes pour la sécurité. Quand on parle de 24 heures, des vacances, etc., ça fait beaucoup de monde. 4 personnes pour la technique et la maintenance. Donc ici, vous voyez nos équipes de sécurité qui font un exercice annuel. Donc c'est des pompiers d'entreprise qui font que le job de pompier. À temps perdu, ils sont péagistes. Donc les personnes qui vous accueillent, en général, c'est des pompiers. Et puis, c'est clair que pour des professionnels, leur tâche principale, c'est l'instruction, la suivre et la donner. Donc ici, on voit les exercices qu'on fait dans le tunnel. C'est joli à voir, mais c'est surtout très utile pour assurer la coordination des équipes. Donc, une fois par année, on ferme le tunnel quelques heures et puis on s'entraîne à gérer ces situations. Après, ici, vous voyez un opérateur en plein travail. Donc, on a une salle de contrôle au nord et au sud qui sont redondantes et puis qui nous permettent de garantir aussi la couverture 24 heures par jour. Et puis ensuite, l'équipe technique qui fait la maintenance ordinaire de tous nos équipements électromécaniques. Il y a beaucoup de travail. Voilà, j'ai eu le plaisir de vous présenter aussi la société dans laquelle je travaille, mais je pense que ça fait partie
un peu du contexte. J'ai commencé par le chantier parce que c'est ce qui est le plus intéressant, mais je tenais quand même à vous dire que c'est une société privée qui vit justement des taxes de passage. Et puis, ça veut dire aussi que on n'a pas un franc de la Confédération, on n'a pas un franc des cantons. Toutes les dépenses qui sont faites, tous les grands chantiers que vous avez vus, sont entièrement supportés par les entreprises. Donc, c'est important de le savoir. Quand vous payez le tunnel, vous vous rendez compte de ce que coûte un tunnel en Suisse ou en Europe. Donc, c'est 29 francs 50 l'aller simple. Prenez un abonnement, c'est beaucoup moins cher. Mais ça veut dire que ce tunnel, l'entretien de ce tunnel coûte ça, en fait. Donc, tous les tunnels qu'on voit, il y en avait combien, je ne me souviens plus, des centaines en Suisse, rapportés au kilomètre, ça coûte très cher à la société, mais par contre, ça a l'avantage d'offrir une mobilité extraordinaire. Voilà, moi j'en ai terminé. J'espère beaucoup de questions parce que ça me passionne. Je ne sais pas. Le timing est respecté? Tout va bien. Tout va bien. Très bien, je vous remercie. Alors, ne vous gênez pas. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Moi, j'ai déjà une petite question. La langue entre l'Italie et le côté Ce suisse, tunnel, ce n'est pas vraiment un tunnel entre l'Italie et la Suisse, c'est un tunnel entre le Valais et le Val d'Ost. Alors, entre les Valaisans et les Valdôtains, on se comprend bien. Et puis, les Valdôtains sont très francophones. C'est le français, la langue officielle de nos discussions. Okay. J'ai encore d'autres petites questions. Pour le bétonnage, quand vous allez claver la dalle intermédiaire, vous faites comment pour coffrer cette partie? Il y avait 10 cm qui était à vide sur la coupe. Ah, c'est un coffrage qui sera plaqué entre le corbeau existant et puis la nouvelle prédalle. Avec un étayage traditionnel. Pardon? Avec un étayage traditionnel. Non, qui est plaqué avec une tige qui est prise depuis dessus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alain Gillian. J'aurais deux questions. La première, au niveau de la planification. On a quand même pu comprendre que la partie la plus critique, c'était la partie italienne en Suisse, je dirais, la partie rouge. Finalement, ce n'est pas la première sur laquelle vous intervenez. Vous vous laissez encore 2 ans avec un problème peut-être plus grave que sur le reste. Pourquoi est-ce que vous avez mis, entre guillemets, en 2e ou 3e priorité au niveau timing cette dalle? Et la deuxième question, c'est cette nouvelle dalle va quand même tenir sur les corbeaux existants. On a aussi vu que la dalle suisse avait fait son âge. Dans quel état sont les corbeaux? Puis est-ce qu'ils sont vraiment à même de reprendre des charges supplémentaires du fait que la dalle est plus épaisse que l'actuelle? Merci pour ces questions. Donc, tout d'abord, pour la planification des travaux, c'est clair qu'on aurait bien aimé commencer par les parties les plus critiques, mais pour des raisons d'exécution, il faut que le chantier se déroule de manière linéaire, et puis on n'a pas le choix de commencer par la Suisse, malheureusement. Mais la dalle, donc la dalle existante est critique. On a des mesures de surveillance accrues sur cet ouvrage. Et puis, donc, c'est clair que le timing, il est peut-être pas logique, mais la logique du chantier fait qu'on est obligé de commencer par la Suisse. Donc, actuellement, les mesures de surveillance doivent malheureusement continuer sur cette partie qui est plus critique, ça c'est clair. Et puis, pour la deuxième question, les corbeaux existants donc, dans la calculation ne participent pas du tout à l'accrochage de la nouvelle dalle. Donc on les a négligés pour le calcul de l'accrochage de la nouvelle dalle. Justement parce qu'on a des incertitudes sur leur état, donc ça c'est clair. On ne les a pas considérés dans le calcul. J'ai juste une question technique. On reste toujours sur les appuis, sur les corbels.
Pour la partie suisse, on a vu, si j'ai bien tout compris, il y a une partie qui est la prédale qui est posée. Après, il y a un bétonnage des nouvelles appuis. Mhm. Ils sont plaqués contre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour une éventuelle dilatation en cas d'incendie. Alors, il est géré comment? Alors, il n'est pas tenu compte. Il y a de toute façon les suspentes qui tiennent la dalle. Non, les suspentes sont provisoires. Donc, la dalle, elle est entièrement tenue sur ses appuis. Et puis, c'est clair que dans la résistance, donc cette dilatation, elle a été prise en compte. Mais de toute façon, c'est clair que la dalle, la nouvelle dalle, elle est hyperstatique. Et puis, en cas d'échauffement, c'est clair qu'il y a des rotules qui se formeraient. Et puis, là, c'est clair qu'il y aurait peut-être des dommages. Donc, elle est calculée à la rupture, mais elle ne tomberait pas en cas de charge au feu. Mais tout ça, tous ces phénomènes ont été calculés et puis surtout discutés longuement, parce que c'est des questions de... Il n'y a pas que de la statique, il n'y a pas que des normes, il y a aussi de l'émotion ou de l'interprétation dans ces sujets, quoi. Ça c'est clair. Mais c'est clair que tout a été vérifié selon les normes européennes et même les cas de charge. Donc il y a plusieurs cas de résistance au feu qui ont été pris en compte pour dimensionner ces dalles. Okay. Donc ça a été fait. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez montré, quand il y a des fermetures de tunnels, le trafic il se reporte sur les autres tunnels transalpins. Et je me demandais, est-ce que vous avez des concertations avec les autres exploitants pour décider de vos périodes de fermeture ou de maintenance, ou est-ce que chacun fait ses travaux dans son coin, entre guillemets, pour éviter justement qu'on se retrouve avec les 2 tiers des tunnels qui soient fermés en même temps, et qu'on se retrouve avec des reports de trafic poids lourds très importants sur l'un ou l'autre ouvrage? Effectivement, c'est une question qui est vraiment d'actualité, parce que quand le Fréjus a été fermé, le trafic s'est reporté sur le tunnel du Mont-Blanc. Il y a eu beaucoup d'attentes au tunnel du Mont-Blanc, donc le trafic léger s'est reporté sur le tunnel du Saint-Bernard. Donc effectivement, il y a tout ce domino qui peut avoir lieu. Et puis, c'est aussi pour ces raisons que ces travaux ont été... c'est pas que des volontés économiques de notre société, c'est aussi une volonté politique de ne pas fermer cet axe définitivement pendant des travaux. Mais les consultations sont difficiles, parce que vous voyez le temps qu'on prend pour planifier des travaux. Quand on a la fenêtre météo pour faire ces travaux, il y a peut-être un événement qui se passe ailleurs, c'est très compliqué. Et puis, sans parler des concertations politiques, donc on parle des transports, il y a des grosses pressions politiques de part et d'autre des frontières qui nous empêchent en fait de bien collaborer de manière technique et de manière ouverte avec nos voisins qui ne sont pas nos concurrents en fait. Mais on a vu avec le tunnel du Mont-Blanc notamment, c'est difficile d'avoir les informations en temps réel de ce qu'ils vont vraiment faire, parce que l'économie nous fausse un peu nos discussions, quoi. Ça c'est vrai. Puis je le comprends, hein, y a pas c'est tout à fait légitime. Mais on a ce problème de planification, ça c'est sûr. Merci. Moi, j'avais une question technique plutôt liée au béton. Vous faites du béton à 2000 mètres d'altitude en plein hiver. Les prédales sont stockées aussi partiellement à l'extérieur. Quelles sont les mesures qui ont été prises en finale par l'entreprise pour pallier à ces problèmes? Parce qu'à 2000 mètres en hiver, il fait rarement très chaud, quoi. Effectivement, ouais. C'est vrai que j'ai déjà passé quelques hivers. C'est pas un climat très facile. Donc, ce qui nous a plu dans la solution de l'entreprise, c'est qu'elle a le 100% de son installation qui est couverte dans une halle, y compris les granulats qui serviront à la fabrication du béton. Ils sont dans la halle, ce qui permet de gérer la température. Et puis ensuite, ils ont, ce que je ne vous ai pas montré,
la centrale à béton elle-même, elle est dans une petite halle à l'intérieur de la grande qui permet de la chauffer de manière optimale. Et puis après, dès que le béton est mis en place, on a des températures positives dans la calotte. Donc, on se retrouve dans des conditions, je dirais, qui sont même bonnes pour la prise du béton. Bonjour. Je suis là, ici. Ah ouais, excusez-moi. Voilà, Luca Tassinari des Transports publics lausannois. J'avais une question concernant les tiges d'ancrage que vous avez dû mettre, ou qui vont être mises en place pour le soutien provisoire. Vous n'avez pas peur pour l'étanchéité du pont? Les tiges d'ancrage restent dans l'anneau de béton. Donc, on en a déjà percé sur 100 mètres, je dirais. On n'a pas eu de problème de venue d'eau. Mais comme c'est des tiges provisoires, on a la possibilité de se décaler de quelques dizaines de centimètres pour trouver une zone où on a moins de venue d'eau. Mais ce tunnel n'a pas d'étanchéité, donc il a été construit. Donc c'est clair que ça choque maintenant parce que tous nos ouvrages ont une étanchéité, mais il y a assez peu de venues d'eau et puis elles sont très ponctuelles. Donc on peut jouer sur l'espacement de ces tiges pour gérer le cas échéant une venue d'eau. Merci. Oui, j'aurais une question qui rejoint une question qui a été posée juste avant concernant la collaboration avec d'autres tunnels justement en Europe, si on peut dire ça comme ça. On a vu au début qu'il y a beaucoup de tunnels qui ont, si on peut dire, un double aspect. Il y a du ferroviaire d'un côté et un tunnel routier de l'autre. Justement, je me posais la question si dans cette région, est-ce qu'il y a eu des discussions par le passé, où il y en a actuellement, pour faire quelque chose au niveau ferroviaire, pour relier le Valais avec la vallée d'Aoste, parce que là vous avez montré comme quoi maintenir le trafic est un enjeu important, mais aussi, voilà, on a vu toutes les complications que ça demande, et je me dis en plein hiver, le col on n'y passe pas, si dans le tunnel il y a un élément grave, c'est bouclé, on n'y passe plus du tout. Donc je ne sais pas s'il y a des discussions sur faire quelque chose de ferroviaire, parce que dans la vallée d'Aoste il y a le train déjà, et on a le train dans la vallée de l'autre côté aussi. Donc c'est juste pour savoir s'il y a des discussions en cours. En tout cas, de ce que j'ai entendu des discussions, elles sont vraiment au stade embryonnaire. Donc ce serait un tunnel de base, Martigny-Ost. C'est le fameux tunnel dont tout le monde parle ou dont personne parle. Là encore, il y a des enjeux politiques majeurs. Et puis, ils ne sont pas tellement du côté suisse, je pense qu'ils sont surtout du côté italien. Vous avez parlé du chemin de fer qui relie Turin à Ost. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pris, mais ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est comme on a parlé du tunnel de base du Saint-Gothard, et après, il a dû être complété par le Chenery, parce qu'il faut que l'axe soit traité de manière logique. Et puis là, c'est vraiment le problème de l'axe, je dirais Martigny-Turin, qu'il faudrait étudier. Parce que le Ost-Turin, ce n'est pas encore réglé. Pour dire que les discussions, elles sont... c'est clair que ça paraît tout à fait logique comme question. Quand on voit une carte, c'est tout à fait logique. Mais actuellement, c'est vraiment dans le début, ou en tout cas avant le projet, quoi. À ce que je sache. Merci. Si vous avez d'autres... encore une dernière question, et puis ensuite vous pourrez poser juste après. Bonsoir. Bonsoir. Juste par rapport au système de ventilation en fonctionnement pendant les travaux, quand vous ouvrez la dalle, du coup on se retrouve avec une grosse ouverture. Est-ce que s'il doit se mettre en fonctionnement dans le cas d'un incendie, est-ce qu'il y a une influence au niveau du débit d'air, ou est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises par rapport à ça? Ouais, c'est juste, en tout cas, c'est vraiment des questions qu'on s'est posées puis qu'on a dû traiter. Donc, c'est clair que quand les 14 mètres de dalle sont descendus, ça fait une immense ouverture. On a des mesures sur la gestion du trafic, donc le tunnel sera fermé pendant la phase de dépose de la dalle et de remontage de l'autre dalle. Donc, en fait, ils ont 20 minutes pour descendre une dalle et puis déjà remettre les autres dalles en position.
ce qui permettrait de fermer provisoirement cette ouverture, quoi. Ça c'est clair. Et puis après, les ouvertures qui se situent sur les côtés de la nouvelle dalle, et puis l'ouverture qui se situe entre la nouvelle dalle et l'ancienne, ça c'est des ouvertures qui peuvent être gérées de manière, enfin qui font partie de notre calcul de perte, et puis qui rentrent dans le calcul de perte acceptable. Merci beaucoup, Monsieur Pignat, pour votre présentation. Et nous constatons que tous les défis complexes à relever afin de pouvoir effectuer la maintenance en exploitation de tels ouvrages souterrains sur des axes de circulation très chargés. Je profite de cette occasion pour vous offrir un petit présent afin de vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré ce soir. Sous vos applaudissements. Oh, magnifique. Merci. Je profite également de vous informer qu'il y aura le jeudi 26 octobre prochain la 4e journée d'études sur le CFUP, composé cimentaire fibré ultra performant, dans ce même auditoire. Il reste encore des places si vous voulez vous y inscrire, mais ne tardez pas. Il en est de même pour la 4e édition de la formation Quantification de l'incertitude, fiabilité et analyse de sensibilité appliquée à la géotechnique et aux structures, organisée par le professeur Stéphane Coman, qui aura lieu le 16 novembre à l'école ou à distance. Cette conférence était la première de cette année académique. La prochaine aura lieu le 28 février prochain, durant laquelle M. François Guisan nous parlera des enjeux et des défis écologiques dans l'ingénierie civile. Avec lui, nous essayerons de mieux comprendre ces enjeux et d'imaginer d'autres solutions que les pratiques actuelles. La dernière conférence pour cette année académique aura lieu au printemps prochain et la date vous sera transmise ultérieurement. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin de soirée et je vous invite au verre de l'amitié à la sortie de cet auditoire. Merci de votre attention.